Et là, donc, je prends le téléphone et je me souviens de la phrase comme si c'était encore il y a quelques secondes. Il me dit « Apprête-toi à mourir, espèce d'enculé, tu vas voir ce qui va t'arriver ». J'ai fait tous les jobs possibles, imaginables, même des choses que je peux pas trop avouer ici. Donc voilà. Gogo dancer. Non, je rigole. Voilà. Parce que dans la vie, tu vois plein de choses. Tu te vois vieillir, tu te vois grossir, mais tu te vois pas devenir con. Mais les gars, je vais pas à 20 bornes, je vais à 600 bornes. Et là, c'est dingue parce que... Les gens t'ont suivi quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as perdu une grosse somme d'argent? 1000 en Ah 2000. ouais, c'est pas la petite rupture conventionnelle. C'est surtout que quand tu commences à gagner de l'argent, tu dis ouais, ça y est, c'est cool. Eh ben non, c'est pas pour toi. Salut la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast L'argent, rien que la vérité. Et comme vous le savez, ici, on interviewe des entrepreneurs, des investisseurs qui viennent nous parler de leur parcours et aussi de l'argent avec le maximum de transparence possible. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente de l'invité qui est venu parce qu'il nous vient de Paris, il est venu exprès et c'est aussi un ami dans la vie de tous les jours. Je vous présente Nuno. Nuno, est-ce que tu peux donc déjà te présenter, nous parler de ton parcours, qu'est-ce que tu fais et un peu de ton activité du coup. Ok, ça marche. Merci Clem tout d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle en effet, comme tu as dit, Nuno Montero. Voilà, je pense qu'on va pas dévoiler de grands secrets. Vu mon prénom et mon nom, je suis d'origine portugaise et on en reparlera un petit peu. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis notaire et je suis donc chef d'une entreprise qui s'appelle Mon Notaire Conseil, que j'ai fondée, le temps passe vite, c'était en 2018. Je pensais que c'était depuis plus longtemps, moi je pensais que tu avais encore... Mon notaire conseil, c'est 2018. En réalité, moi, j'exerce la profession depuis 2007. Je me suis associé la première fois en 2012 et j'ai créé mon notaire conseil en 2018. Après, tu veux qu'on aborde quoi, mon parcours scolaire, ou on enquille direct sur le pro? alors déjà, enfin on peut parler de ton parcours scolaire, mais on peut commencer de qu'est-ce qui t'a amené déjà à devenir notaire? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer cette profession? Déjà donc pour commencer. Alors en réalité, moi, j'ai pas du tout prévu. Il y a des étudiants, il y a des jeunes qui, en fait, savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi, en réalité, plus tard, quand j'étais petit, la seule chose que je voulais faire, c'était devenir jardinier. Voilà, je voulais cultiver mon jardin. Pourquoi? Parce que j'ai aidé mon père en fait à faire des jardins quand j'étais ado. Et du coup, donc on remonte en 97. 97, donc ça va vous donner mon âge, parce qu'en 97, j'ai 13 ans. Et à ce moment-là, mon père a un accident de moto, en fait. Ok. Il a un grave accident de moto. Et du coup, eh bien, il a été percuté en fait par une voiture qui l'a shooté de face. Un type qui rentrait de boîte était complètement bourré et drogué. Et du coup, ça, en fait, c'est le tournant de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, je décide de plusieurs choses. Je décide que, je ne vais jamais boire d'alcool de ma vie et jamais me droguer. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, je choisis de faire du droit à ce moment-là, lorsque j'ai donc 13-14 ans. Pourquoi? Parce que mon quotidien à cette époque, et ça dure pendant 5 ans, pendant toute l'hospitalisation en fait, de mon père et pendant ses rééducations, c'est de voir les plus grands accidentés des victimes de la circulation. Et on sait qu'aujourd'hui, 80% des grands accidentés, c'est lié à un accident qui est causé souvent par des substances, de l'alcool, et maintenant de plus en plus aussi du téléphone au volant. Donc, c'est à ce moment-là que je décide de faire du droit. Et à l'époque, je me dis, je vais me spécialiser dans les victimes d'accidents de la circulation. Et donc, je fais mes études. Je finis mon collège, le lycée. Je vais en université de droit, dans le 94, exactement à La Varenne Saint-Hilaire, c'est à Mort-des-Fossés. Et à l'époque, en fait, je suis pas forcément, moi, l'étudiant modèle. C'est-à-dire que, je suis très rebelle, je suis très révolté. Je pense que c'est quelque chose... Depuis mon enfance, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice et j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc c'est pas forcément compatible avec des études de droit à la base. Et puis surtout, mes parents ont toujours été des bosseurs et mon père à qui on a dit, suite à cet accident, qu'il s'en sortirait pas forcément ou en tout cas qu'il resterait en fauteuil roulant, qu'il pourrait jamais remarcher. Mais du coup, en fait, moi, j'ai observé ses progrès au cours des années et du coup, il a jamais accepté de rester en fait en fauteuil roulant. Aujourd'hui, mon père marche, il peut même courir un peu, donc tout va bien. Donc c'est un vrai miraculé, mais vraiment c'est
un gros mental, en fait, de la discipline. Et du coup, c'est ce qui m'a forgé à ce moment-là. Donc moi, en fait, pendant ma vie d'étudiant, si tu veux, je travaille. Je travaille parce que je comprends qu'il faut de l'argent, que la vie, en fait, sans argent, c'est difficile et que tout peut basculer à n'importe quel moment. Et ça, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton statut, ton milieu social, personne n'est à l'abri d'un accident. Et du coup, par exemple, tu vois, ce que mes parents avaient pu bâtir, du jour au lendemain, suite à l'accident, en fait, tout a volé en éclats et toute la stratégie est en fait mise à plat. Et du coup, je me dis, je ne veux pas que l'argent soit un problème pour moi aujourd'hui, pour ma famille et pour la famille que je vais constituer plus tard. Et donc, c'est pas que j'ai été appâté par l'argent, mais vraiment, je me suis dit, à aucun moment de ma vie, il faut que l'argent soit un problème. Voilà. Donc, je suis très décomplexé avec ça. Et très bien que tu sois là, du coup, pour pouvoir en parler. Mais ok, mais du coup, comment... Alors, franchement, ton parcours, déjà, il est hyper inspirant. Et merci de nous partager autant de... Enfin, tes valeurs et cette partie de ton histoire, parce que c'est pas forcément tout le monde qui serait capable de se livrer là-dessus. Donc déjà, merci pour ça. Mais donc, tu as ce côté d'injustice. Tu te lances dans le droit. Tu sais que tu ne veux pas manquer d'argent. Comment tu passes du droit au notariat? Parce que tu vois, tu pourrais te dire, je finis avocat, je peux être juge, justement pour arrêter les méchants, entre guillemets, tu vois. Comment en tout cas, est-ce que c'est arrivé à toi? Il y a eu une opportunité qui fait que tu t'es dit, allez, let's go? Ou est-ce que au final, c'est plus par appétence, où tu t'es dit, ah, l'immobilier peut-être, ou justement, dans les successions, il y a de l'argent, alors je vais aller chercher ça. Alors en réalité, comme moi, j'allais peu en cours parce que je bossais à côté. En fait, j'avais plusieurs jobs. J'ai fait tous les jobs possibles, imaginables, même des choses que je peux pas trop avouer ici. Donc voilà. Et Go dancer. Non, je voilà. Et donc moi, mon quotidien, c'était de faire beaucoup de sport, bosser, aller voir mon père à l'hôpital. Et puis du coup, les cours, je bossais tout seul. J'allais pas en fait à la fac. Malgré tout, en fait, je passe les années. Et donc, j'arrive en Master 1, donc en 4e année. Et à ce moment-là, tu dois faire un choix sur le Master 2 que tu veux. Et donc, moi, logiquement, je me suis dit, je vais faire Master 2 droit des assurances. Et c'est vrai que j'avais pas mal d'affinités avec les matières notariales, le droit immobilier, le droit de la famille, le droit international. Mais bon, je me dis, je vais faire ce que j'avais prévu. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, il y a une réunion en fait, avec les profs et je comprends qu'on va regarder les notes que j'ai eues pendant 4 ans pour savoir en fait si je suis admissible dans un Master 2. Parce qu'il y avait environ 1000 candidatures pour une trentaine de places. Okay. Sauf que moi, comme j'allais pas en cours, j'avais pas eu cette information les premières années. Moi, en fait, je me contentais de valider. Il y a des matières, et je le dis, aujourd'hui, je suis prof à l'université, donc aujourd'hui, je le dis sans complexe à mes étudiants. Des matières, en fait, je n'y allais pas. Je compensais avec les autres. Et du coup, les profs m'expliquent qu'il faut avoir un bon dossier pour passer en Master 2. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils me demandent si j'ai eu des mentions. Je dis, mais non, moi je lui dis qu'il fallait valider. J'ai validé, j'ai fait le strict minimum. Voilà. Et donc là, il y a un prof qui me dit, tu sais, si tu veux avoir tous les Master 2 de France qui peuvent t'accueillir, c'est simple, en fait. Il suffirait d'être dans les premiers. Mais il me dit ça en rigolant. Et du coup, j'ai dit, bon, OK, très bien, pas de souci. Donc là, on est 500 Master 1 et du coup, je charbonne un peu plus que les années précédentes. Et du coup, en effet, je finis major de promo. Incroyable. Et à ce moment-là, j'ai une chance inouïe parce que le travail est récompensé. Et du coup, j'ai tous les Master 2 de France en fait, qui me proposent. Donc, je choisis droit des assurances. Je commence en droit des assurances. C'était fantastique. J'étais en alternance. Je faisais 15 jours à la Défense dans une boîte de réassurance, une grosse boîte, et 15 jours à la fac. Et en fait, je n'arrive pas à la fin du premier stage de 15 jours. Et je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et là, je vois ma vie défiler. Et je me dis, mais tout ce que j'avais imaginé, cette idée de défendre en fait, les victimes d'accidents de la circulation, en fait, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Parce que je me vois en fait vieillir et tous les ans prendre mon petit carton et de monter d'un étage et de monter donc, cette tour à la Défense et d'avoir de plus en plus de responsabilités. Mais je me vois aussi, dans cette projection que je me fais, devenir de plus en plus con. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que dans la vie, tu vois plein de choses. Tu te vois vieillir, tu te vois grossir, mais tu ne te vois pas devenir con.
Et je veux pas faire de parallèle parce que il faut pas dire que les gens qui ont plus d'argent sont plus cons. C'est pas du tout ce que je dis. Pour moi, l'argent, c'est un catalyseur. Si tu es une bonne personne, tu peux être une très bonne personne avec plus d'argent. Et si tu es con, tu peux être vraiment très, très con avec de l'argent. Donc, je prends un petit peu peur de cela. Et puis, je vois que la vie, et sans jugement, hein, mais la vie, en fait, qu'ont les personnes que je croise au cours de ces 15 jours, ça ne me convient pas. C'est parce que j'avais imaginé. Moi, je suis vraiment quelqu'un de terrain. Il faut se rappeler qu'à la base, je voulais être jardinier, hein. Hmm. Et donc à ce moment-là, je pars, on est en pleine réunion, et c'est à mon tour de parler, je pars. Et il me dit, mais tu vas où? Je dis, ben, en fait, je rentre chez moi. Il me dit, mais tu te sens pas bien? Non, c'est juste qu'en fait, ça me convient pas, et du coup, je m'en vais. Donc je quitte mon stage, je remets tout en question, je dis, waouh, ça fait 4 ans que je fais des études, j'avais prévu ça, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, je parle avec un prof, et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Il me demande les matières dans lesquelles je me sens le mieux, les matières avec lesquelles j'ai le plus d'affinité. Et donc, il y a ça. Droit de la famille, succession, droit immobilier, le conseil, la gestion de patrimoine. Et il me dit, il y aurait bien un truc, mais pour toi, ça va pas le faire. Alors moi, je comprends pas. Je dis, mais comment ça va pas le faire? Bah oui, en fait, tu seras excellent, tu seras un excellent collaborateur, mais tu n'auras jamais d'études à toi. Alors moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Parce que je connaissais pas ce milieu. Il me dit, c'est un milieu qui est très fermé. Et en effet, ça l'est. Mais si je suis ici, c'est la preuve que y a quand même des ouvertures, il y a des possibilités. Et que quand tu bosses, tout est possible. Et donc, il me dit, bah, il y aurait le notariat. Sauf que les gens ne sont pas prêts, en fait, à voir sur une plaque ton nom. Et moi, je comprends pas. C'est quoi le problème avec mon nom? Je suis hyper fier. C'est mon identité, c'est mon ADN, c'est le sang qui coule dans mes veines. Là, il me dit, bah, Nuno Montero. En plus, toi, tu as le prénom. Si tu t'appelais Jean-Michel ou Jean-Baptiste Montero, c'est rien, mais Nuno en plus. Et là, je me souviens, je fais un pas en arrière, je le regarde, je rigole, et je prends conscience d'une chose. Ok, merci. Vous venez d'achever de me convaincre. Là, Trop bien. pour moi, c'est un challenge, en fait, à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est bien, et encore une fois, je le dis aujourd'hui à mes étudiants, il ne faut pas faire les choses par esprit de contradiction et par challenge. Hmm. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je dis, OK, on m'a dit que c'était impossible, je vais le rendre possible. Donc, je bosse beaucoup. Et à l'époque, donc je suis diplômé. Je bosse dans une grosse boîte, une boîte qui existait depuis avant la Révolution française, hein. Donc, ça se transmet forcément de génération en génération. Et j'ai la chance d'avoir un patron exceptionnel qui a confiance en moi. Et au moment de prendre sa retraite, il voit une 60aine de candidats. Un jour, il vient me voir, il me fait tiens, Montero, c'est bon, j'ai trouvé mon successeur. Je dis, ah, c'est cool et tout, c'est qui? Il me dit, bah, c'est vous. Moi, j'étais le petit jeune, le petit stagiaire qui venait d'arriver. Je dis, bah, non, c'est pas possible, c'est une blague. Moi, je viens d'arriver, je connais rien encore et tout. Il fait, si, je vois le mindset, je vois le potentiel et j'ai envie que ce soit vous. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait confiance, qui m'a cédé ses parts. Ce qui, faut l'avouer, reste rare, mais ce qui est possible quand vous bossez. Et donc, je deviens notaire à ce moment-là, un des plus jeunes notaires de France, alors qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. Et voilà. Alors, malgré tout, les premières années, je ne suis pas du tout épanoui. Ce n'est pas ce que j'avais envisagé, encore une fois, parce que je l'ai fait, en fait, ce métier, juste par challenge, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible, et par ego. C'est difficile. Les premières années, quand je m'installe, on est en pleine crise. On ne gagne pas d'argent. Pendant 6 mois, on est dans le rouge. Et c'était une grosse boîte. On avait une quinzaine de collaborateurs à l'époque, avec un poids mort qui était aux alentours de 200 000 euros. Et du coup, pendant 6 mois, on ne gagne pas d'argent. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti des droits des assurances, où j'avais une carrière. C'est bon, j'étais parti, j'étais sur des rails. Eh oui, en plus, toi, tu voulais justement ne jamais manquer Ouais, d'argent. Donc, tu arrives dans un truc où, en fait, pendant 6 mois, tu gagnes pas d'argent. Donc, forcément, ça te met aussi un peu en PLS et tu ouais. doutes peut-être aussi à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment cette voie-là que j'aurais dû prendre? Peut-être, non? C'est exactement ça. Je doute. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ce choix? Et malgré tout, je me dis, non, mais si tu as fait ce choix, c'est qu'il y a une raison. Donc, crise, pas crise, peu importe. En fait, moi, j'aime bien, à chaque fois qu'il y a une difficulté, aller essayer d'aller trouver des opportunités. Et ce que je fais, en fait, c'est que je modifie plein de choses sur la stratégie. Je vois mes associés, je dis, OK, j'ai plein d'idées et il me faut du monde. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, on n'a pas assez de boulot pour payer les gens qui sont là. Je fais, si, moi, je t'assure que j'ai plein d'idées. Je vais ramener du boulot, mais il faut qu'on ait une équipe. Ils me disent, non, mais vas-y, ramène les dossiers et après, on mettra l'équipe. Je dis, mais non, parce que sinon, on va être en surchauffe dès le départ. Moi, avec les idées que j'ai, je vous assure qu'il me faut du personnel. Donc, j'ai la chance d'avoir des associés qui me font confiance à ce moment-là.
Et donc, je crée des équipes et je développe pas mal de choses, pas mal de partenariats. Et on redynamise complètement l'étude et on double l'effectif parce qu'à la fin, lorsque je cède, je suis resté 5 ans dans cette société, on est une trentaine, donc voilà, avec un gros chiffre d'affaires et un bénéfice qui dépasse à l'époque, qui avoisine 1 500 000 € de bénéfices Ok. sur les plus belles années. Après, l'activité notariale, c'est en dents de scie parce que forcément, on Ah, dépend. c'était déjà ton étude? C'était l'étude où je me suis associé, du coup. Ok. Ouais. Ça, c'était l'étude où je me suis associé. Donc en 2012, je m'associe. Je suis associé minoritaire à l'époque. J'ai 17% au départ. Avec l'équipe que j'avais recrutée, c'est vrai qu'on fait un gros volume. On devait se mettre à égalité avec les associés. Finalement, ça n'a pas été respecté. Et du coup, du jour au lendemain, je décide de partir. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que oui, l'argent, c'était important. Maintenant, pour moi, les valeurs, c'est ce qui est vraiment le plus important. Et on n'était plus du tout en phase avec mes associés. On n'avait pas la même façon de manager. Et aujourd'hui, eh bien, à mon sens, hein, l'argent, certes, c'est important, mais ça ne doit pas être ta principale source de motivation. Donc, dès lors que tu ne sens pas bien, bah, il faut changer, il faut faire autre chose. Donc, moi, je me sentais plus bien et je décide de partir à ce moment-là et de créer donc mon interconseil. Donc là, on est en 2018 et je repars de zéro. C'est-à-dire que je renonce en fait à quelque chose que je venais de créer, de beaucoup de sacrifices, qui tournait fort. Et là, je repars à zéro. Je quitte mon étude, je quitte la région parisienne. J'arrive dans une ville que je ne connais pas, où je ne connais personne. Et je me dis, OK, nouveau challenge, on va repartir de zéro et on refait le game. Mais du coup, cette fois-ci, t'es actionnaire majoritaire. Enfin, tu t'es associé aussi à ce moment-là? Au début, je suis seul. Au Je le début, fais t'es seul? solo. Pareil, je recrée une équipe. Et là, je me mets un peu une pression parce que moi, à la base, j'avais prévu de repartir solo. Et comme c'est moi qui faisais la gestion du personnel dans l'étude dans laquelle j'étais, il y a beaucoup de gens qui sont partis, du coup, qui ont démissionné parce que en 6 à 8 mois, en fait, il y a plus de la moitié de l'équipe qui a démissionné de mon ancienne étude. Ok. Voilà, et je ne veux pas mettre de jugement ni de commentaire là-dessus. Chacun aura son avis. Et du coup, il y a plus de la moitié qui me recontactent en disant « Ouais, nous, on veut travailler pour Avec toi. » toi. Je leur dis « Non, mais attendez, mais moi, je repars de zéro. Déjà, là, j'ai pas besoin d'autant de personnes. Et puis, je vais à Toulouse. Je ne vais pas à Paris. » Ah oui, d'accord. Donc la première étude Ouais. de mon notaire conseil, c'était Toulouse. Parce que du coup, Dans le réseau, oui, c'était Toulouse. Voilà. Moi, je Ok. quitte Paris, je vends mon étude et je crée mon interconseil à Toulouse. ok, parce que, bon, pour la petite histoire, moi je le sais, mais Nuno a 2 études, du coup, tu en as une à Toulouse et une dans le 94. Oui. Donc du coup, comme tu disais que tu étais à Paris, moi je pensais que ta première étude était dans le 94, alors qu'en fait c'est la deuxième, En celle fait, qui moi, arrivait après. moi, j'ai commencé dans le 94, qui a toujours été mon département historique. Mhm. J'ai travaillé là-bas en tant que stagiaire. Je me suis rapidement associé. Et en 2018, je vends mes parts. Lorsque je suis plus en phase avec mes associés, je vends mes parts et je crée mon interconseil. Et à ce moment-là, je voulais pas qu'on me dise vas-y, c'est bon, t'as vendu tes parts, mais en fait, tu as gardé les clients. Donc, je suis parti à 600 km pour qu'on me reproche rien. Et surtout, j'avais envie d'ailleurs. J'ai envie d'une nouvelle qualité de vie. Et pareil, l'argent, c'est bien, mais après, qu'est-ce que t'en fais? Et moi, j'avais envie, j'aspirais à plein de choses. Je voulais me rapprocher de la montagne. Je suis fan de tout ce qui est sport de glisse. Donc, je voulais être pas trop loin de l'océan, de la mer. Et voilà, Toulouse, pour moi, ça a été idéal. Donc là, je recrée de zéro. Et c'est à ce moment-là où j'ai des collaborateurs qui me disent non, on vient avec toi. Je dis, mais les gars, je vais pas à 20 bornes, je vais à 600 bornes. Ok. Et là, c'est dingue parce que. Les gens t'ont suivi quand même. Ouais. Et ce qui impliquait forcément des familles. Et forcément, tu te mets une pression. Tu dis là, je peux pas. Alors, Je peux pas les décevoir, genre. et c'est derrière, c'est des familles. Donc, je peux pas mettre des familles en danger. Donc, on repart à zéro, on refait tout. Tout, mais tout. C'est-à-dire que de acheter du PQ, monter des étagères, trouver un local, rédiger les actes, faire le conseil, faire la comptabilité, tout de A à Z. Voilà. Et en même temps, on rouvre une autre étude dans le réseau monétaire conseil dans le 94. On en ouvre une sur Paris Intramuros. On en ouvre 2 autres dans le 94. Donc, on est... Tu développes ça de fou, ouais, quoi. on développe à fond. On est vraiment en pleine bourre à ce moment-là. Trop bien. Très, très cool, ce parcours. On va commencer, du coup, un peu avec les questions. Est-ce que tu peux nous dire, au travers de
soit ton parcours avec mon notaire conseil, parce qu'en fait, tu as aussi une casquette d'investisseur. Peut-être qu'on abordera aussi le sujet un peu plus tard. Au travers de ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as perdu une grosse somme d'argent à un client, je te dis n'importe quoi, hein, parce que j'imagine que les notaires, tu peux aussi faire des réclamations s'ils font mal leur travail. Donc, est-ce qu'à un moment, tu as eu dans ton étude un gros problème financier, justement avec potentiellement un client, ou même dans ton parcours d'une manière générale, si tu as une anecdote à nous raconter là-dessus? Là, j'ai en tête trois moments. Premier moment, c'est ma première association. Donc, j'ai dit que je m'associe, on ne gagne pas d'argent pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, en fait, une collaboratrice qui vient me voir, qui me dit: Bon, Nuno, ça y est, vu que ça a l'air de repartir, quand est-ce qu'on signe ma rupture conventionnelle? Je dis: What? Bah oui, t'as pas dit, en fait, le cédant, on s'était mis d'accord que dès qu'il y avait des sous, en fait, on faisait une rupture conventionnelle. Et voilà, donc le premier argent que j'ai gagné, mais au final perdu, ça a été pour payer une grosse rupture conventionnelle avec un gros montant. Ouais, donc ça, j'étais pas au courant. Donc, et pourtant, je suis juriste, hein. Mais comme quoi, voilà, dans les contrats, faut ficeler les choses. Ça Et représentait combien, ça? 70 000 en Ah indemnité. ouais, c'est pas la petite rupture conventionnelle. C'est surtout que quand tu commences à gagner de l'argent, tu dis: ouais, ça y est, c'est cool. Eh ben non, c'est pas pour toi. Putain. Donc ça, c'était le premier. Après, les crises immobilières, comme l'activité immobilière, forcément, ça fluctue en fonction des cycles. Et en ce moment, ça reprend un petit peu, mais au cours des 2 dernières années, on a vu que c'était un petit peu difficile. Donc là, ça fait pendant 18 mois, on a dû injecter de l'argent en fait, dans la boîte pour payer les salaires. Après, la plupart des études de France sont licenciées parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Nous, on a pris avec mon associé la décision de prendre sur nous et d'essayer de garder un maximum de personnes parce que c'est des personnes qui nous font confiance, qui bossent avec nous au quotidien. On est vraiment une team. Et moi, sans ma team, je ne peux pas produire autant. C'est ce que je dis à tous nos clients, à tous nos partenaires. Le travail, c'est pas, vous voyez le notaire, mais c'est le travail de toute la team derrière. Du coup, tous les mois, c'était des sommes à 5 chiffres qu'on envoyait pour payer les charges, en fait. Et pour que les collaborateurs ils aient leur salaire à la fin du mois, même si nous, on n'avait rien pendant 12 mois, 15 mois. Donc, ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme grosse perte d'argent? Non, en vrai, je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'est les deux grosses épreuves, entre guillemets, qui t'ont marqué, en tout cas financièrement, à ce niveau-là. C'est bien parce que, tu vois, ça montre que, j'imagine, sur le podcast de L'argent avec la vérité, il y a beaucoup de gens qui ont des fausses croyances par rapport à l'argent et qui sont un peu en mode, voilà, les chefs d'entreprise anticapitalistes, c'est tous des bâtards et tout, Ouais. tu vois. Et donc, en fait, ça montre aussi que tu peux être chef d'entreprise. Déjà, en France, c'est pas facile de monter son entreprise avec toutes les charges qui vont avec, mais en plus, tu peux être un chef d'entreprise genre humain. Et ça existe, et je trouve que du coup, c'est vrai que c'est très humain d'avoir fait Mm. ça avec ton associé, parce que tout le monde, effectivement, ne l'aurait pas fait. Et je dis pas que c'était aussi le chemin le plus simple. Je pense que ça n'a pas été facile pour vous, Mm. donc ça, c'est plutôt sympa. Est-ce que toi, ton activité, ou en fait, le sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est plus maintenant peut-être au niveau de tes relations. Oui. Est-ce que toi, tu as senti que le fait d'être notaire, Mm. ça a impacté ta vie relationnelle? Mm. Euh, alors, autant ça peut être avec une conjointe Mm. ou avec la famille. Mm. Est-ce que le fait de passer de Nuno Mm. à Nuno notaire, Mm. qui du coup peut-être gagne beaucoup d'argent ou pas, on en parlera peut-être après, tu vois. Ouh. Est-ce que tu penses que ça a impacté tes relations? Il est évident, l'argent, tu le vois au quotidien. Moi, je suis pas quelqu'un qui va m'afficher en fait avec des trucs de marque, la voiture de malade. Non, je suis plutôt discret, mais il est évident qu'à un moment donné, si tu as de l'argent, c'est aussi pour le consommer. Mm. Donc, même sans aller sur quelque chose ostentatoire, tu as besoin de te faire plaisir. À mon sens, l'argent, il sert à ça. L'argent, en fait, c'est juste un moyen d'aller atteindre tes objectifs. Donc, au quotidien, si il est visible que tu as un peu plus d'argent que la moyenne, en effet, tu l'as bien dit, en France en tout cas, on a une problématique de mentalité. Parce que qui dit argent dit soit escroc, soit méchant. Donc forcément, il y a ce regard. Mais moi, depuis tout petit, le regard des autres, je m'en fous. C'est pas impactant sur moi, ça glisse vraiment. Donc, j'ai pas de difficulté avec ça. Et j'ai un cercle qui est vraiment très fermé. Il y a très peu de gens déjà qui connaissent ma vie, qui connaissent des choses sur moi, sur ma vie privée.
Donc, j'ai jamais eu de doute sur ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui m'ont connu d'avant, en général. J'ai fait rentrer très, très peu de personnes après. Voilà. Hmm. Là, aujourd'hui, tu vois, je suis venu avec un pote qui est romain, qui fait partie, je pense, des 3-4 personnes seulement que j'ai fait rentrer dans ma vie depuis que j'exerce ces fonctions et depuis que je gagne plus d'argent. Donc, j'ai pas de doute. Et c'est pas parce que je gagne autant d'argent que j'ai fait rentrer moins de personnes. C'est que c'est la manière dont moi je suis. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 personnes autour de moi. Hmm. Je suis quelqu'un d'assez pudique sur ma vie. Et voilà, mon entourage, mon cercle proche, c'est ma famille. T'arrives à voir les gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, qui viennent vers toi par intérêt, par exemple? Oui, et aujourd'hui, je peux te dire une chose, je pense que consciemment ou inconsciemment, c'est les 3/4 des gens qui viennent me voir par intérêt, mais je leur en veux pas. Hmm. Parce que c'est lié aussi à ma fonction. Et comme je vis cette fonction avec passion et j'aime transmettre, moi, je pense que j'ai 95% des gens qui m'appellent, c'est pour un service. Ouais. C'est pas forcément pour un dossier, mais en tout cas, c'est pour avoir une information. Et ils le font spontanément et je suis content qu'ils le fassent. Ça me dérange pas. Donc, forcément, c'est intéressé. Hmm. C'est vrai qu'on. Enfin, j'espère Bah, qu'après cette vidéo, les gens ne vont pas m'appeler pour savoir comment je vais. non, mais alors, moi, je sais que ça m'arrive aussi de t'appeler et de te dire, voilà, Mais c'est Nino, j'ai OK. besoin de ton avis Ouais. là-dessus et là-dessus. Mais parce que je sais, bah, vraiment, hein, Mm. il y a toi et Simon. Peut-être Mm. qu'un jour, Simon passera dans Mm. le podcast. J'avoue que là, j'ai pas encore le temps de l'interviewer et de se caler ça. Mais c'est vrai que pour moi, vous êtes deux professionnels qui sont, enfin, en qui j'ai 100% confiance. Et moi, j'ai aussi ce problème de confiance où, en fait, je ne fais pas rentrer non plus tout le monde. Et en fait, je fais très attention à qui déjà je vais recommander parce que bah, malheureusement, il y a des fois aussi, je me suis trompée. Donc maintenant, je fais hyper attention. Et aussi parce que, bon, je pense que ça, c'est lié aussi à mes blessures personnelles, Mm. blessures de la trahison, blessures Mm. d'injustice, etc. Mm. Tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes principes. Un peu comme ce que tu disais, tu vois. Donc, je sais que quand il y a des personnes où je sais Mm. qu'elles sont compétentes et que j'ai 100% confiance, oui, bah forcément, tu vois, c'est pas tout le monde. Donc, je vais pas dire que je me repose un peu plus sur vous, mais c'est vrai que quand j'ai des questions, je me dis, bah, je sais qu'au moins vous, je peux me fier à ce que vous dites. Donc c'est pour ça que moi aussi, des fois, j'avoue, hein, je te pose aussi Mais des questions, tu je me fais dis, c'est bien. ça. Et je te remercie Mais pour ta confiance. Après, le truc, c'est que tu as des gens qui sont pas. Mais encore une fois, je suis OK avec ça parce que je leur permets. Tu as des gens, en fait, qui ne sont pas clients et qui le seront jamais ouais, et qui sont pas non plus potes, tu vois, qui n'ont ouais, pas notre ouais, bien sûr. relation, mais qui nous consultent parce que moi, c'est mon quotidien. Tiens, Nono, je t'appelle parce que mon notaire, il me répond pas. Ouais. Et ou tiens, Bah, bah, viens du chez coup, moi, du coup, qu'est-ce que tu fais? j'ai cette question, tu vois, tu peux me faire une analyse juridique et fiscale parce que du coup, mon notaire, il sait pas. Bon, c'est pas grave, c'est OK. Tant qu'on a du temps et Mais encore ça, une faut fois, le facturer, je fais monsieur. pas forcément, on facture pas forcément, mais voilà. En tout cas, pour revenir sur le sujet, oui, bien entendu que je suis très, très vigilant et je suis pas bête, je suis pas, voilà, je reste toujours très lucide dans la vie. Ok. Je sais que les gens me contactent les 3/4 par intérêt et voilà, ça va être vulgaire, mais moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, c'est il faut s'armer et désolé, il faudra couper au montage. Mais moi, je pars du principe que dans la vie, tout le monde veut. On comprend pas. Donc, je suis armé pour ça. Et Ah vraiment, ouais. je pars du principe que chaque personne que je ne connais pas, mais qui veut rentrer dans ma vie, elle vient certainement pour me niquer. Alors, soit pour me niquer physiquement, parce qu'il y a un intérêt, voilà, pip, soit pour me niquer patrimonialement, ou d'un point de vue concurrence, entre guillemets, ou professionnel, bref. Mais du coup, ce qui fait que je suis encore plus vigilant. Hmm. Voilà, je me dévoile peu, du coup. Et en effet, d'un point de vue personnel et notamment relation, bah, tu te poses des questions. Je sais Hmm. pas si toi, ça t'est déjà arrivé, Clem, mais Par est-ce, rapport à quoi, par bah, exemple? tu dis, est-ce que cette personne, elle est intéressée par moi pour la personne que je suis vraiment? Tu vois, le mec, le petit gamin qui voulait être jardinier. Hmm, hmm. Est-ce que si vraiment j'étais resté jardinier, cette personne, elle serait intéressée ou pas? Je pense que c'est pas possible de t'intéresser à une personne que pour ça. Parce que quelqu'un. Bon, alors après, moi, je suis en plus une femme, donc Ouais, c'est encore différent. Parce que, pour te dire honnêtement, les hommes, quand ils viennent me parler les premières fois, c'est même pas pour faire leur vie avec moi, tu ouais, vois. ouais, Je suis aussi assez lucide de me ouais. dire, bon, quelqu'un que je connais pas, si j'avais été peut-être physiquement différente, sans dire, voilà, j'aurais été brune, j'aurais eu peut-être plus de poids, ou peu importe, tu vois, j'aurais été métisse, etc. Bon, est-ce qu'on serait venu m'aborder ou pas aborder? Donc Ouais. en fait, avec des si, de dire oui, mais si j'avais été différent, si j'avais pas été notaire, si je gagnais moins bien ma vie, si
Enfin, tu vois, ou peu importe, tu vois, si j'habitais à l'étranger, pas à l'étranger, est-ce qu'on serait quand même venu me parler? Est-ce que la personne, elle serait aussi intéressée? Tu peux refaire des si comme ça. Maintenant, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont m'aborder peut-être pour ce que je représente. C'est-à-dire, voilà, ils vont se dire: «Ah putain, c'est une nana, elle est, sur les réseaux sociaux, elle investit, elle est indépendante». Mais alors oui, il y en a, je pense qu'ils vont venir me parler pour ça et en même temps ça fait partie de moi. Mmh. Je ne suis pas que ça, Mmh. mais je le suis quand même. C'est vrai. Donc indirectement, oui, je pense qu'il y en a qui viennent me parler dans un premier temps pour ça, mais de toute façon, je pense qu'une relation qui dure, elle ne tient pas que sur ça. Mmh. Donc c'est que si ça n'a pas duré, c'est que, bah, voilà, c'est que ça n'a pas fonctionné, tout simplement. On va continuer avec le premier petit jeu. Je tiens à préciser que, comme pour tous les invités, vous aurez tous les contacts de Nuno dans la barre de description si jamais vous voulez aller voir son travail. Je mettrai aussi le lien de son étude. Encore une fois, vraiment, il y a beaucoup de gens que je vais interviewer dans ce podcast, mais des personnes avec qui j'ai travaillé et que je recommande à 100%. Moi, je le dis, il y en a vraiment que 2. Le premier est à ma droite et le deuxième, peut-être qu'un jour il passera. Je vous le dirai, Simon, à qui je fais un coucou, qui verra peut-être cet épisode. Mais en tout cas, si vous êtes dans la recherche d'un notaire, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs IMO qui vont passer sur ce podcast, et possiblement, vous avez envie d'investir dans l'immobilier, ou vous avez une question, peut-être, ou vous cherchez un notaire sur une succession, etc. Je vous invite à le contacter parce que, bah, comme il a dit, il a été quand même major de sa promotion en droit et vraiment, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous fier. En tout cas, moi, ça fait plusieurs fois que je travaille avec lui et même ma famille maintenant travaille avec lui et même ma meilleure amie et la famille de ma meilleure amie travaille avec lui. Donc voilà. Donc, premier petit jeu, on va commencer avec un tu préfères. Donc en fait, je vais te donner 2 affirmations et tu vas me dire tout simplement laquelle des 2 tu préfères. C'est bon? OK. Est-ce que tu préfères perdre tes investissements et ton business, mais garder ton réseau? Ou garder tes investissements et ton business, mais avec 0 contact? Au jour d'aujourd'hui, garder mes investissements et mon business parce que ça tourne déjà Mmh. et parce que le réseau, d'où je viens, il n'y avait pas de réseau et je l'ai fait. Donc je le referai, le réseau. Je suis d'accord. Moi, je suis comme toi, mais la majorité des gens, ils disent non, tu vois? Mmh. Est-ce que tu préfères avoir un associé ultra brillant, mais insupportable? Ou un associé moyen, mais hyper loyal? Moyen, mais hyper loyal. C'est très important pour moi. La loyauté, c'est ce qui est le plus important. OK. Est-ce que tu préfères être un milliardaire détesté? Attends, juste je précise, parce que si mon associé voit ça, elle est hyper compétente et loyale. J'ai la chance, elle est les deux. Elle n'est pas juste loyale. Donc on fait un big up à son associé. T'es pas lui nous, l'autre, t'inquiète. Parfait. Alors, la troisième. Est-ce que tu préfères être un milliardaire détesté ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur, mais jamais millionnaire? Moi, je suis pas en quête de popularité, hein, donc franchement, je prends le milliard et je suis très solitaire, donc ça me va. Hein. Parfait. En vrai de vrai, moi je me dis que de toute façon, peu importe ce que tu fais, tu peux pas plaire à tout le monde, donc Ouais. il y a forcément des gens Autant pour qui tu avoir un seras milliard. Hein. détesté. Voilà. Voilà, au moins. Est-ce que tu préfères monter une boîte qui cartonne mais que tu détestes ou une boîte que tu adores mais qui stagne? Une boîte que j'adore, mais qui stagne. Je peux pas faire moi quelque chose que j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que le matin, je me lève avec passion et la manière dont j'exerce. J'ai créé ce métier, donc Ok. Est-ce que tu préfères gagner 1 million par mois mais devoir travailler 7 jours sur 7 ou gagner 10 000 euros par mois en totale liberté? ma liberté, elle n'a pas de prix, donc la liberté. La liberté? Même si, avec ma liberté actuelle, je bosse quasiment 7 jours sur 7, mais c'est moi qui choisis, en fait. Ouais, Je suis pas parce obligé que de le faire. t'es passionné par ce que tu fais. Mais du coup, autant monétiser sa passion à fond Ouais, et c'est ça. gagner aussi 1 million par mois. C'est tu ça. vois. Parfait. Du coup, on va revenir un petit peu sur les questions. Et est-ce que tu pourrais nous donner une anecdote que tu as connue Ouais. au travers de ton parcours, alors soit professionnel, soit personnel, où tu as eu vraiment envie de baisser les bras? Ça peut être une trahison avec un associé,
je sais pas, hein, je suis pas au courant si c'est déjà arrivé, hein, pardon, mais voilà. Ça peut être un burn-out. Est-ce que tu as été victime d'une arnaque ou quelque chose comme ça? Ouais, bah, on peut remonter à justement en 2018, quand j'ai cédé mes parts. C'est ça, c'est que je me suis senti trahi et plus en phase. Et même si à ce moment-là, je décide de renoncer à ce qu'on venait de bâtir ensemble, parce que le plus dur, c'est construire. Ça a commencé à très bien fonctionner. Je décide de repartir de zéro alors que la boîte est tournée et que l'associé en fait, avec qui j'avais des difficultés, il atteignait l'âge légal de départ à la retraite, donc il allait partir à la retraite et forcément j'allais récupérer ses parts. Donc il y avait un an et demi, c'est pas très long dans une carrière et dans une vie à tenir, mais on était plus en phase. Je pouvais pas rester même un jour de plus. Ah ouais. Et ça, bah forcément, c'est difficile, surtout quand tu sais que la place est chère. C'est très difficile d'avoir une place d'associé lorsque tu viens pas de ce milieu et que tu n'as pas un père ou un oncle qui était associé. C'était très difficile, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est ouvert. Et je décide de partir parce qu'on n'est plus en phase, parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, et parce que je me sens trahi, en fait. Donc ça, c'était un point. Et il y a un autre point, je pense pas qu'on en ait parlé, c'est quand j'étais encore collaborateur, quand j'étais clerc. Un Si, on en dossier de avait, succession, je crois. Ouais, discuté, mais je pense pas que ouais. tu étais allé en profondeur, tu vois. Mais tu en avais parlé un petit peu. Ouais. En gros, un dossier de succession hyper tendu où le défunt laisse deux enfants. Deux enfants qui se prennent la tête, surtout vraiment l'expression se battre pour des petites cuillères, c'est pas juste une expression. Ils Très sont bien. vraiment battus déjà, et j'avais des mails dans tous les sens et qui visaient en effet même les couverts. Voilà, même l'argenterie de famille et tout, il a pris plus, bref. Et déjà, moi, je comprends pas parce que comme je viens d'un milieu plutôt modeste avec des valeurs, enfin, moi, mon frère, c'est mon meilleur ami. Donc, Mm. je peux pas imaginer en fait qu'on se prenne la tête entre frères et sœurs. Mais c'est le métier que je fais. Et à ce moment-là, en fait, il se passe un truc bizarre. Je commence à être suivi pendant plusieurs semaines. Je dis, bon, je sais pas d'où ça peut venir, mais au début, je me dis, bah, je suis parano, c'est la même voiture. Et non, c'est vraiment suivi par des mecs habillés en noir, costard noir, scénario de film. Et donc, pour la faire courte, un jour, je rentre un peu plus tôt du travail et vraiment, ouais, je me sens suivi. Et ce soir-là, en fait, j'habitais chez mes parents encore à l'époque. Il y a un coup de téléphone et quelqu'un donc appelle et demande à me parler. Et du coup, ma mère me dit, ouais, c'est pour toi. Je me dis, c'est bizarre sur le fixe pour moi. Bon, ok. Et là, donc, je prends le téléphone et je me souviens de la phrase comme si c'était encore il y a quelques secondes. La personne me dit, Nono, je dis oui. Elle me dit, après toi mourir, espèce d'enculé, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors là, du coup, je comprends pas. Je suis scié, j'ai plus de voix. Et du coup, la personne raccroche. Ma mère, elle voit en fait à ma réaction qu'il y a un problème. Elle me dit, il y a un souci. Je dis, non, non, c'était une erreur, c'était du démarchage, un truc comme ça. Je dis, c'est bizarre parce qu'il y a peu de gens qui disent bien ton prénom. Là, la personne, elle a quand même dit Nuno. Je dis, non, mais je sais pas, c'était une erreur. Donc, je dis rien pour l'instant à ma famille, mais je prends peur. Pas pour moi, mais je prends peur pour ma famille. Je dis, attends, le gars, il me suit jusqu'à chez moi, menace de mort. Et en fait, donc, une enquête se profile. Et du coup, un jour, je suis au travail et la commissaire m'appelle en me disant, voilà, bah, on a un nom. Elle me dit, vous êtes assis? Je dis, oui. Et du coup, elle me donne le nom. Et c'est le nom d'un client, Ah ouais. d'un des héritiers dans ce dossier de succession très conflictuel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des héritiers qui a vrillé et qui a pensé que j'étais en train d'avantager l'autre héritier, alors que pas du tout. En fait, Ouais, ouais. le notaire, il est impartial, hein, contrairement à un avocat. Et, euh, et du coup, en fait, ils sont allés jusqu'à mandater des gens pour me suivre, pour me menacer. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, bon, bah, j'ai fait comme 5 années de droit, enfin 7 à l'époque, parce que j'avais terminé mon diplôme. Et je me dis, bah, c'est cool, on va entrer dans les mains de la justice. Le code pénal prévoit que c'est une infraction grave, en fait, de menacer quelqu'un de mort. Et puis encore plus, un officier public ministériel, c'est puni, en fait, par 7 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Donc tout va bien se passer. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, en fait, c'est que je suis convoqué par le procureur qui me dit, voilà, bon, je suis navré pour toi. Par contre, je te le dis, j'ai reçu des coups de téléphone. Et du coup, on me demande de classer ce dossier sans suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des personnes qui avaient une grosse influence. Et la réalité aujourd'hui, Ça peut je- pas s'ébruiter. voilà. Donc, à ce moment-là,
Comme quoi, je suis contente de partir, hein. Non, mais Après, en ça vrai, existe dans tous les pays. ouais, mais je suis pas OK, tu vois? Parce que, moi, bah, encore une fois, enfin, alors après, je dis pas que toi, tu es OK. Tu me dis, c'est dans tous les pays, mais moi, je t'ai dit, hein, moi, mes valeurs fortes, il y en a 2, c'est le respect et la justice, tu vois? Et je ne conçois pas ce ne soit pas la même loi pour tout le monde, peu importe ta notoriété, peu importe ta alors j'imagine probablement politicien, Mm. on peut pas médiatiser tout et cetera. Mais en fait, quand c'est une personne, entre guillemets «lambda», on médiatise tout, tu vois? Mm. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose, que j'ai beaucoup de mal à entendre, par exemple. Mais bon, bref, excuse-moi, je t'ai coupé parce que ça me met tellement hors de moi. Tout de suite, Mais ça touche dans mes valeurs que je me dis: «Mais» et bref. bah, comme toi, tu vois, ça m'a tellement touché qu'à ce moment-là, bah, en fait, je décide d'arrêter ce que je fais. Je décide d'arrêter ce métier. Je dis, mais c'est quoi ce métier de malade? Déjà, au début, je m'embête. Euh, Deux, en effet, c'est hyper fermé. Trois, on me menace de mort. On me suit. Donc là, en fait, je dis, hey, stop, moi, je m'en vais. Donc, je vois mes patrons, je dis, hey, je m'en vais. Mais Mmh. tu t'en vas où, toi? T'as fait la même chose, en fait, quand tu étais en assurance pour choisir un notariat, et là, tu décides de partir. Et du coup, bah, je prends mon sac à dos et je pars 6 mois et je vais faire un tour du monde. OK. Voilà, parce que j'ai eu besoin de couper. Parce que j'étais profondément triste. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain, en fait. Et je me dis, putain, je comprends pas. Comment on peut en arriver là, en fait? C'est-à-dire Mmh. que je leur ai rien fait, en fait. Et en plus de ça, bah, pour moi, c'est un monde qui s'effondre. J'ai fait 7 années de droit. Je peux que être convaincu de la justice. Ouais. Et j'ai dit, mais en fait, tout ce qu'on m'a appris depuis des années, c'est faux. C'est-à-dire que c'est vraiment le gamin qui dit, on m'a menti. Et ouais. Ouais. Ouais, ouais, je le conçois parce que moi, bah, pareil, enfin, mais je crois qu'on bon, de toute façon, nous, Mm, on en avait déjà mm, parlé, tu vois? Mais moi, dans toutes, plusieurs histoires, que j'ai eues, dont mon escroquerie, tu mm, vois, dans les mm, travaux, bah, tu vois, je suis vraiment dépitée parce que tu en es à te demander est-ce que tu as une justice en France mm, vraiment qui mm, existe? Ou alors, probablement qu'elle existe, mais qu'est-ce qu'elle est lente. mm. C'est trop, tu vois? Donc ouais, je suis un peu dépitée, moi, par ce système-là et c'est très bien, hein, allez, on rajoute des lois et allez, let's go et on réglemente tout ça, comme si le système français n'était Mm. pas assez réglementé, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper, hyper complexe. Donc OK, bah, merci déjà encore une fois pour ce partage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire parce qu'il y a beaucoup aussi de fausses croyances Mm. là-dessus. Aujourd'hui, un notaire en France déjà, Mm. sans qu'il ait forcément son étude, ça gagne à peu près combien par mois? En fait, ça va dépendre s'il est salarié ou si c'est son étude. S'il est salarié, quand tu commences ta carrière, quand tu es diplômé, hein, tu es diplômé, mais tu n'as pas encore la fonction notaire. Tu es aux alentours de 3 000 euros, 3 500 € net par mois quand tu commences. Euh, En milieu de carrière, tu peux aller chercher du 5 000 € net par mois. Après, en tant que salarié, tu plafonnes. Tu plafonnes. T'en as qui peuvent aller chercher dans des grosses villes, dans des grosses études, avec des spécialités sur des matières du type des sessions en fait, au profit d'institutionnels, des choses comme ça, des grosses ventes. Tu peux aller chercher du 6 000 à 7 000 en tant que salarié. Après, en tant que patron, il n'y a pas de limite. Je connais aujourd'hui des notaires, compte tenu de la conjoncture immobilière, bah, qui gagnent rien, qui gagnent zéro. C'est même pas ils ont un SMIC, c'est qu'ils ont moins que le SMIC. Parce qu'en fait, je te donner nous, notre exemple, pendant 18 mois, j'ai remis de l'argent au pot. Mmh mh. À côté de ça, bah, on a eu des années qui ont été exceptionnelles et c'est ce qui a fait qu'on a créé bah, de la trésorerie et qu'il est toujours important lorsque tu es entrepreneur d'avoir de la trésorerie, Mmh mh. notamment lorsque tu es dans un secteur d'activité avec des cycles, lorsque ça fluctue. Tu es obligé en fait bah, de prévenir et de mettre de l'argent de côté pour les futures crises. Maintenant, un notaire, on va dire une taille moyenne, en tant qu'associé, ouais, il va gagner entre 10 et 20 000 par mois. Voilà. Euh, et je connais des confrères qui ont des montants astronomiques, hein, à 6 chiffres tous les mois, parce qu'ils ont une niche d'activité, ils ont une spécialité, ils ont travaillé des années pour cela. Alors bien entendu, les gens ils disent oui, mais c'est pas normal de gagner autant. Ok, il a bossé pour cela et moi j'ai envie de dire, et pourtant je suis pas un fan non plus du système américain, mais en tout cas, c'est pas parce qu'une personne réussit et gagne beaucoup d'argent que c'est une mauvaise personne. Il faut arrêter de faire ces amalgames. Et au contraire, je pense que plus il y aura de personnes riches, plus on va pouvoir bah, aider le plus possible de gens, plus on va pouvoir tirer les gens vers le haut.
et garder un maximum de valeur ajoutée aujourd'hui en France. C'est ce qui me fait, moi, c'est ce qui me rend triste. C'est que ben, les gens, souvent, quand ils partent, c'est pas par envie, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre choix. Hmm. C'est-à-dire qu'ils se sentent trop acculés en fait, par les impôts, par les problèmes de sécurité. Quand on voit ce qui s'est passé encore la semaine dernière à Paris, je suis désolé, mais moi, ça peut que me rendre triste. Hmm. Moi, j'aimerais le monde des bisounours. Tu vois, je suis un utopiste où bah, c'est cool, gagnons tous de l'argent, aidons-nous, distribuons, mais ayons des valeurs, travaillons et il faut qu'on soit en sécurité. Exactement. Et puis, alors, après, on parle de méritocratie ou pas. Moi, je pars du principe que, alors, déjà, on est avec des inégalités, mais en dehors de même les inégalités financières, hein, on part avec des inégalités de mindset, Mm. des inégalités de facilité cérébrale Mm. aussi. Hein, C'est vrai. qu'on parle, il y a des gens qui naissent autistes, t'en as qui naissent, ils ont un QI hyper développé, d'autres qui ont moins de capacité, plus de difficultés à apprendre. Et l'école, pour moi, n'a rien à voir là-dedans parce que il y a des gens qui ont été très mauvais à l'école, qui s'en sortent très bien dans la vie, et des gens aussi qui réussissent très bien à l'école et qui réussissent aussi très bien la vie. Mais donc, du coup, pour moi, c'est pas qu'une question d'égalité où il faut redistribuer, etc. Moi, je suis grave OK de valoriser le travail, en fait, tu vois. De valoriser ceux qui essayent, qui se donnent. Et ça, c'est vrai, tu vois. Genre, par exemple, c'est con, mais je me dis, une femme de ménage, ça devrait gagner carrément plus sa vie. Parce que, bah, comme les éboueurs, tu vois, je me dis, mais heureusement qu'ils sont là, parce qu'en fait, c'est des travaux que, entre guillemets, un peu, comment on dit, tu sais, qui. Enfin, en fait, pour moi, c'est des jobs où ouais, ça mérite parce que Mm. bah, c'est des jobs que t'as pas envie de faire. Mm. Je suis désolée, hein, nettoyer la cuvette, des gens qui passent, personne kiffe ce travail, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est un métier, bah, bon, un peu psychologiquement, c'est dur. Bah, moi, je me dis, tu vois, les femmes de ménage, elles devraient être carrément mieux payées Mm. parce que c'est un travail qui est. Voilà, enfin bref, Mm. vous Et m'avez difficile. compris. Ouais, tu vois. Donc, pareil pour les éboueurs, je me dis, mais heureusement qu'ils sont là parce que vous t'imagines dans quel monde on vivrait s'ils n'étaient pas là. Et c'est jamais un taf qui est kiffant, Mm. tu vois. Donc, ça devrait être carrément plus valorisé. Donc, bon, bref, c'est des choses comme ça. Je m'éloigne un petit peu du sujet parce que la question c'était, du coup, au niveau des notaires, combien gagne à peu près un notaire aujourd'hui? Ça fluctue, mais voilà, en période faste, ça peut aller de 10-20 000 euros en moyenne Mm. à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, ce qui se rapproche d'un salaire de footballeur. Ma question, du coup, est-ce que tu peux nous dire avec transparence, toi, ton étude, Mm. sur ces meilleures années, parce qu'on a compris que sur les pires Mm. années, c'était zéro, du coup, Ouais, voire même moins, je réinjecte. voilà. Sur tes meilleures années, c'est quoi le bénéfice que vous avez fait? Dans mon ancienne étude, c'était 1 300 000 le plus gros bénéfice. Ok, Voilà, c'est partagé entre 3 associés. Annuel, c'est pas mensuel, c'est annuel. oui, Et nous, on est monté. Alors, chez Monter Conseil, en fait, chaque étude est indépendante. ok, Donc, il faudrait faire un cumul. Mais sinon, par étude, on a dû monter à 600 000 euros de bénéfices annuels par étude. ok. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et du coup, parce que, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, tu vois, par exemple, sur les transactions immobilières ou quand on parle de frais de notaire. Mm. Il faut expliquer aux gens que les frais de notaire, ce n'est pas que pour le notaire. Donc, est-ce que tu peux dire officiellement aujourd'hui, pour tous les gens qui veulent investir dans l'immobilier, quand il y a une transaction avec des frais de notaire, Mm. combien, en termes de pourcentage, à peu près, reviennent vraiment à l'étude du notaire et combien reviennent à l'État? Alors, dans ces frais qu'on appelle souvent les frais de notaire, en réalité, c'est des frais d'acquisition. Ces frais d'acquisition sont composés de 3 choses. La chose la plus importante, qui représente environ 80% de la somme couverte au notaire, c'est des impôts, qu'on appelle des droits de mutation, qui viennent de subir une augmentation. Là, entre le 1er avril et le 1er mai, en fonction des départements, ça a augmenté de 0,5. D'accord ? Donc, on était à 5,80, donc on est déjà à 6,30% du prix d'achat. Après, tu as les débours, c'est les sommes que le notaire doit avancer en fait, pour constituer le dossier, pour s'assurer de la parfaite garantie juridique du bien que vous êtes en train d'acheter, être sûr qu'il n'y a pas de difficulté. Et enfin, vient la rémunération du notaire. Un notaire, ça gagne sur tout acte qui porte sur un bien immobilier 0,8% de la valeur du bien.
Et ces 0,8, ils sont partagés entre les notaires. C'est-à-dire que qu'il y ait un ou deux notaires, ça n'augmente pas les frais. Donc vous avez toujours intérêt à être représenté par votre propre notaire parce que ça ne va pas générer de frais supplémentaires. Donc, pour répondre concrètement à la question, un notaire, ça gagne 0,8% de la valeur du bien. Et si on est deux notaires, on va se partager ces 0,8. 0,4. C'est ridicule en fait. Après, Ça dépend du bien, oui, tu me diras. ça dépend du bien. Voilà. Donc si t'es pauvre, m'appelle pas. Si tu vends ton studio, ce n'est pas pour moi. Ok. Jeune entrepreneur. Du coup, j'ai un deuxième petit jeu pour toi. Cette fois-ci, on va faire un cap ou pas cap. Ouh. Donc, je vais te donner une affirmation Mm. et tu vas tout simplement me dire si tu es capable ou pas de la faire. Ok. Cap ou pas cap de travailler avec un client que tu détestes juste pour le gros chèque. Pas cap. Ça m'est déjà arrivé en fait de mettre un client ou un partenaire dehors parce qu'il se comportait mal. Et pas plus tard que la semaine dernière, moi, si on manque de respect à un collaborateur à moi, c'est la seule chose qui me fait vriller. Je suis d'accord pour tout. On peut ne pas être d'accord. On peut se dire des choses. Et d'ailleurs, je demande à ce qu'on me dise des choses lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça nous permet de nous améliorer. Par contre, le manque de respect, c'est impossible. T'as beau être un gros client, un gros apporteur d'affaires. Écoute, je préfère perdre cet argent, j'irai en gagner ailleurs, il n'y a pas de souci. Ok, Mais tu iras travailler avec quelqu'un d'autre qui aura tes valeurs. Si on ne partage pas les mêmes valeurs, c'est sans moi. ok, très bien. Cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer. Ah, alors là, je suis pas cap. On a une déontologie dans le notariat et voilà, j'y suis très attaché et Mais justement, je dis jamais de mal de mes confrères. s'il y a un de tes confrères, Mm. tu sais qu'il fait une faute grave, Oui. est-ce que tu serais capable de le dénoncer? Alors déjà, en parler avec lui en one-one avant et quitte à ce que nous, on sorte du dossier s'il veut continuer, parce qu'on a une responsabilité qui va être partagée. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on devient notaire, si on prête serment, de toujours agir avec probité et de respecter en tout temps les devoirs qu'impose notre profession et de travailler pour le bien de notre profession, en fait, que ce soit la compagnie ou carrément le conseil supérieur du notariat. Donc il est évident que s'il y a un gros problème qui porte préjudice au client, mais aussi à l'image du notariat, on doit le dire. Alors c'est un peu bizarre, ça fait un peu délation, mais c'est pour le bien de tout le monde. Ok, Mais c'est pas dans mon intérêt à moi, c'est pas pour l'éliminer le concurrent. ok. Oui, mais Ouais. j'entends. Cap ou pas cap de facturer plus cher un client parce qu'il est riche. Bon, toi, ça te concerne pas trop parce que tu peux pas vraiment. Enfin, est-ce que tu fais de l'accompagnement en dehors Oui. juste. Ok. Donc du coup, est-ce que cap ou pas cap de facturer plus cher un client juste parce qu'il a l'air riche? Cap, Ok. et c'est même prévu dans les textes. C'est-à-dire que rien que déjà, il y a deux choses. Il y a les émoluments, qui est la rémunération qui est fixée par l'État. Le notaire, en fait, lorsque vous achetez un bien immobilier, c'est pas lui qui décide de sa rémunération, contrairement à un avocat. Il y a un barème qui est fixé par l'État, et c'est le même barème pour tous, donc 0,8 sur une vente. Par contre, tout ce qui va être conseil, tout ce qui va être stratégie, optimisation, bien là, ça donne lieu à des honoraires. Mm. Parce que c'est pas un acte qui est tarifé. Donc c'est libre. Et ces honoraires libres, en fait, il est prévu dans les textes qu'on doit les adapter à la richesse de la personne. Mais forcément, si tu fais un taux, et si tu n'es pas sur un montant forfaitaire, si tu fais un taux, bah, la personne qui est plus riche, elle va payer plus. Parce que si par exemple, tu dis, bah, tiens, le conseil, je vais prendre 1% de la valeur du patrimoine sur lequel on va travailler, bah, forcément, il va payer plus que celui qui a un petit patrimoine. Donc, carrément cap. Ok. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, patrimoine, capital, business, etc., enfin ton étude et tout, dans un seul projet ultra risqué, mais avec un potentiel foisson. Pas cap. Cap ou pas cap de tout lâcher demain et partir vivre dans un pays où personne ne te connaît pour repartir à zéro. Parce que je te vois venir, sinon tu vas me dire Portugal. Ailleurs, ça ne compte pas. Cap. Ok. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne ou d'une société que tu ne recommandes pas du tout dans ton industrie. Donc pas forcément une étude, parce qu'on a bien compris que Je vous peux étiez pas le solidaires comme never, les Ouais. notaires. Mais Ouais. est-ce qu'il y a un organisme, je sais pas, où tu te dis, si vous investissez ou si vous avez une succession, etc., faites attention à tel truc, par exemple. J'ai pas là en tête de nom. Comme tu l'as dit, recommander, c'est très important. On s'engage. Et donc, du coup, je recommande peu, comme toi. Mhm.
Mais du coup, à l'inverse, je sais même pas comment on me dit quand tu ne recommandes pas, je déconseille. Oui? Je déconseille peu. J'ai pas d'idée en tête là, désolé. Ok. Donc pas cap. Ouais. Voilà. Ça marche. On arrive à la dernière partie de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire, pour quelqu'un qui en fait voit ton interview aujourd'hui Mm. et qui se dit ok, je veux faire comme lui, Mm. on fait quoi? Si tu as un plan concret, par où on commence et c'est quoi les différentes étapes? Ok. Genre, tu as un notaire, là, il va sortir de ses études, il veut faire comme toi. Qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il faut que tu bosses plus que les autres si tu as plus d'envie que les autres. Il n'y a pas de recette magique, en fait. Et moi, je suis peu, en tout cas dans mon métier, c'est pas comme s'il y avait une muse d'inspiration qui va te donner des idées. Non, il faut juste que tu aies plus de travail que les autres, plus de discipline. La motivation, ça sert à rien parce que tous, tu prends même les plus grands athlètes de cette planète, il y a des jours, ils sont pas motivés, ils n'ont pas envie d'aller à l'entraînement. Ce qui va faire la différence, c'est la discipline. Donc, tu lâches rien, vraiment. Ensuite, il faut savoir ce que tu veux exactement. Moi, je parle souvent, je fais souvent la comparaison avec des gens qui font du bateau ou de la voile. Faut que tu aies un cap. Si tu n'as pas de cap, dès qu'il y a un peu de vent, dès que quelqu'un va te parler de quelque chose, ton attention et un papillon qui passe, elle va être détournée. Et du coup, tu ne pourras pas arriver là où tu avais prévu d'aller. Donc, c'est super important d'avoir un cap. Bien entendu qu'il faut savoir adapter sa stratégie et savoir changer d'avis. Il faut pouvoir s'adapter, c'est super important. Mais si tu n'as pas de cap, tu vas tourner en rond en fait à chaque coup de vent. Ensuite, la troisième chose, c'est qu'il faut savoir être solitaire. Tu dois pas dépendre des autres et tu dois faire les choses pour toi. Pas juste parce que c'est cool d'avoir comme les autres. Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup. J'essaie d'être le moins possible. Alors, on l'est tous dans la société de consommation, forcément, mais il faut se dire que ça sert toujours des intérêts. Et enfin, l'autre chose, et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, c'est que l'argent ne disparaît pas. Quand tu fais une dépense, l'argent ne disparaît pas. L'argent change de main. Donc, si tu veux avoir de l'argent dans ta main, c'est à toi d'avoir la bonne stratégie et de te placer au bon endroit. Hmm. Ok, très bien. Dernière question, et on va parler un petit peu plus de ton parcours en tant qu'investisseur Mhm. immobilier, parce que du coup, on pose beaucoup souvent des questions, j'imagine, interviews sur ton activité, etc. Ouais. Ok. Là maintenant, on va retourner de l'autre côté de la barrière, Mm. et j'en profite pour dire si vous appréciez ce podcast et que vous voulez ne louper aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit like, comme ça met tout simplement l'épisode en avant, et aussi ça nous permet de voir ce que vous aimez consommer en termes de contenu sur le podcast, tout simplement. Donc voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours d'investisseur Mm. maintenant? Est-ce que c'est au travers de justement ton activité de notaire que tu as commencé à te lancer dans l'investissement immobilier? Parce que du coup, je sais que tu fais ça. Est-ce que tu fais d'autres types d'investissements? Et en fait, comment t'en es venu à investir et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu kiffes ou pas? Oui, alors l'investissement, moi en fait, j'y suis venu Je parce suis que. portugais, donc du coup, Ben dans oui, la famille. exactement. C'est exactement ça. Forcément, la pierre, c'est logique. L'immobilier, voilà. Et dès que j'avais un peu de temps, on allait aider la famille sur le chantier. On faisait un peu de sous comme ça. Et du coup, la pierre, forcément, valeur refuge, placement préféré des Français, mais aussi des Européens, parce que c'est quelque chose qui reste. On le voit lorsqu'on est sur des marchés qui sont volatiles, on le voit lorsqu'on est sur des cycles. L'immobilier, c'est sûr que c'est quelque chose de cool. Donc j'y suis venu assez rapidement, et en tant que bon Portugais qui se respecte, on achète un terrain à bâtir, on construit, c'est pas on fait construire, on construit une maison avec forcément des entreprises, mais aussi avec sa famille. Voilà, donc ça c'est cliché, mais bien entendu, je l'ai fait. Et je l'ai fait le plus tôt possible dès que j'ai pu, en fait, dès que je suis revenu de mon tour du monde. Je me souviens, je suis revenu du tour du monde. La première chose que j'ai fait quand j'ai repris un téléphone, parce que je n'utilisais pas de téléphone pendant mon voyage, c'est que j'ai cherché des annonces pour acheter un terrain à bâtir. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'aime diversifier. Il faut savoir que moi, j'ai fait un double cursus. Outre le notariat, j'ai fait aussi la gestion de patrimoine, justement pour intégrer toujours du conseil. Et la clé, en fait, c'est de diversifier son patrimoine. Ne pas dépendre que d'une seule chose. Parce que si, par exemple, tu es full actif financier ou full immobilier ou full crypto, si tu es sur un marché down, tu es down sur tout.
Alors que moi, j'ai voulu diversifier. Donc forcément, je suis aussi sur les actifs financiers, donc sur les placements. Et puis après, l'immobilier, c'est rigolo. Mais les gens, ils pensent que parce que tu es notaire, tu as accès à pas mal de choses. Tu as accès à plein d'affaires. Déjà, nous, on ne peut pas acheter les biens de nos dossiers. C'est prohibé. Donc, c'est une fausse croyance. Dire, ah, super, il y a un bien excellent dans une succession, je vais le prendre. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc, bien entendu, je ne l'ai jamais fait. Et aussi étrange que cela puisse paraître, tous les biens que j'ai achetés, c'est des biens que j'ai rarement visités. Ok. Et ça a été des opportunités. Ok. Autant je suis quelqu'un de très curieux lorsque je me déplace beaucoup pour ceux qui me connaissent. Donc dès que je vais quelque part, je regarde les prix de l'immobilier, mais par curiosité, pour mon métier. Je suis pas quelqu'un qui regarde, je sais pas, les sites, j'ai pas envie de les citer, bref. Je suis pas quelqu'un qui fait des visites avec des agences immobilières. Par contre, comme je connais le marché, bah, lorsqu'on m'appelle pour tiens Nuno, là il y a un bien en vente, ok, c'est bon. Donc la plupart de mes biens, je les ai achetés sans les visiter. Et je les ai découverts lorsque j'étais déjà propriétaire, lorsque j'avais la clé. Et parce que j'ai acheté surtout des emplacements. Ok. Voilà. Et j'ai diversifié en termes de lieux, donc dans les régions de France, mais aussi à l'étranger. Et aussi en termes de type de biens. Donc habitation, commerciale et bien entendu des biens professionnels qui sont nos locaux, notamment à Toulouse. Ok. Très bien. Je vais juste rajouter une dernière petite question qui n'était pas prévue, parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de gens qui vont regarder. Est-il possible d'investir en immobilier en France avec de la crypto-monnaie? Il faudrait qu'on en parle parce que, de toute façon, Ouais. on fera un live aussi où je le rediffuserai, où on en reparlera peut-être plus précisément dans un autre épisode. Mais est-ce que déjà, tu peux nous répondre à cette question? Oui, et en fait, souvent, les gens, ils pensent que ce sont deux mondes qui s'opposent. Et je le vois beaucoup en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une guerre, en fait, entre les pro-immobiliers, les pro-crypto. C'est pas deux mondes qui s'opposent, en fait. C'est deux mondes qui sont tout à fait compatibles et qui peuvent être liés et s'embrasser. Et oui, il est tout à fait possible de vendre un bien et de demander à l'acquéreur de payer en crypto. Voilà, nous, on a fait la première transaction d'Europe, en fait, avec un paiement full crypto. Et donc, on en a refait depuis. Et c'est quelque chose qui va devenir monnaie courante. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de... Tous les gens qui sont détracteurs, mais en fait, ça ne sert à rien d'être détracteur. Aujourd'hui, c'est une évidence. C'est là. C'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. C'est quelque chose qui est accepté de plus en plus par des grosses boîtes, par des pays pour payer des impôts. Donc, ça va devenir un autre type de monnaie de règlement, tout simplement. Donc, c'est tout à fait possible et c'est pas incompatible. Donc, arrêtez de faire la guerre IMO-crypto. Vous pouvez tout à fait être amis. Voilà. Bon, merci. Donc comme ça, vous avez la confirmation, parce que c'est vrai que en fait, c'est encore très peu connu. On sait qu'on peut acheter des biens immobiliers à Dubaï en crypto, en Thaïlande aussi, mais en France, les gens ne le savent pas. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire, parce que bon, ce qui va forcément aussi intéresser les gens, en fait, en crypto, je pense que tu le sais, c'est que tu es imposé sur tes plus-values en crypto à partir du moment où tu transformes tes cryptos en fiat, donc en euros ou en dollars. Est-ce que la transaction permet d'éviter cette imposition? Non, ça ne permet pas d'éviter l'imposition Voilà. sur la plus-value sur la crypto parce qu'en fait, comme tu l'as dit, soit tu transformes en fiat, soit tu acquiers un bien. Dès lors en fait, que tu as sorti de la crypto pour devenir propriétaire d'un bien, tu es imposé, donc aujourd'hui en tout cas en France, à la flat tax de 30%. Après, il y a des solutions, mais on pourra peaufiner ça. Voilà. Donc, si jamais vous avez de la crypto, que vous voulez investir dans l'immobilier en France, sachez que c'est possible, que Nuno le fait. Donc, vous pouvez, encore une fois, le contacter. Tous ces contacts seront dans la barre de description. Et comme ça, voilà, vous irez lui poser vos questions si c'est un projet, en tout cas, vers lequel vous avez envie de vous diriger. On fait un dernier petit jeu. Et après, ce sera déjà le moment de se quitter. On va faire un pour ou contre, cette fois-ci. Pareil, je te donne des affirmations et tu me dis est-ce que tu es plutôt pour ou contre les mettre en place. Pour ou contre t'associer dans le business? Pour. Pour ou contre embaucher des amis, de la famille ou ton conjoint, enfin ta conjointe du coup, dans ton entreprise? T'as pas envie, hein? T'as le droit de dire contre, mais tu peux pas le dire. Pour, mais sous plein de conditions. Mais pour. Parce Ok. que si ça se passe bien, c'est merveilleux. On va tout transcender, on va tout péter. Ok. Pour ou contre les formations en ligne?
Pour? Pour ou contre démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux? Bon, toi, ça te concerne un peu moins, mais pourquoi pas? Contre, pour moi. Ok. Pour ou contre les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent? J'ai pas d'avis. Chacun fait ce qu'il veut, en vrai, non? Je sais pas. Bah, je sais pas. J'ai oublié de me maquiller avant de venir, mais bon. Pour ou contre entreprendre en France? Je l'ai dit en préambule, je suis utopique, donc j'ai envie de dire pour, mais en vrai, c'est de plus en plus difficile. C'est lamentable même, c'est triste. Aidez-nous, franchement. Voilà, mais pour continuer. Pour ou contre investir en France? Pour, mais il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Pour ou contre créer un faux compte pour espionner tes concurrents? Contre. C'était la dernière question. Écoute, Nuno, merci d'avoir été aussi transparent autant sur ton parcours que sur tes chiffres, sur les bons et les moins bons côtés. Si tu as quelque chose à dire, un dernier message pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je te laisse la parole. Écoute, merci à toi et puis merci à tous pour le temps d'attention. Et s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Et puis après, surtout, ne lâchez rien, arrêtez de vous comparer, bâtissez votre propre vie et puis soyez heureux. C'est le principal. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu plus simple quand même d'être heureux lorsqu'il y a un peu d'argent quand même. Faut Faut pas décomplexer se le mentir. truc. C'est clair. Bah écoute, merci en tout cas. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et du coup, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!